Bonjour et bienvenue à tous. Je sais que vous êtes en très grand nombre pour la participation de ce webinaire qui fait partie de la série de ce qu'en pensent les experts. Merci d'être là tout le monde et je tiens aussi à remercier nos partenaires sans qui ce webinaire n'aurait pas été possible. Alors, je parle de Biogène, EMD Serono et Roche et Pandopharm. Alors, je m'appelle Marie-Josée Comtois, je suis bénévole à la Société canadienne de sclérose en plaques depuis plus de 30 ans, puis il me fait grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Avant de commencer, je veux vous faire part que ce webinaire va être enregistré, donc il pourra être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Un courriel vous sera envoyé avec un lien vers l'enregistrement dès que ce sera possible. Si vous avez des questions pendant la présentation, allez dans la boîte de discussion, posez votre question et il y a quelqu'un qui va la prendre en charge. Et pour les gens qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions via commentaire. On va essayer de répondre au plus grand nombre de questions possible. Maintenant, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre spécialiste d'aujourd'hui, Madame Julie Pétrin. Julie a un doctorat en sciences de la réadaptation de l'Université Queen's et elle est stagiaire à l'Université de Saskatchewan où elle effectue des travaux de recherche dans le domaine de la sclérose en plaques depuis plus de 7 ans. Elle s'intéresse particulièrement à l'autoprise en charge de la fatigue, les maladies concomitantes et à l'accessibilité des soins pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques à travers le Canada. Sclérose en plaques, un diagnostic que Julie a eu, qu'elle a reçu à l'âge de 17 ans, ce qui a guidé ses choix de carrière et ce qui l'incite à poursuivre dans cette voie toujours. Julie, bienvenue et à vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Merci encore une fois pour cette belle introduction et merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous en sécurité, que vous êtes au chaud, comme moi, je suis à Kingston, en Ontario, puis nous sommes en pleine tempête de neige. Je voudrais commencer aussi aujourd'hui par m'excuser un peu pour mon français rouillé. Je suis en Ontario depuis environ 8 ans maintenant, puis lorsque la société m'a demandé si je voulais faire une double ma présentation ou que je la fournisse en français, j'ai pensé que vous seriez peut-être plus heureux d'écouter un français un peu approximatif plutôt qu'une présentation doublée. J'espère que j'avais raison. Bon, avec ça, commençons-nous. Quand je me suis fait diagnostiquer avec la sclérose en plaques, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était la sclérose en plaques ou de ce que cela signifiait pour mon futur. Je dois dire que j'avais peur, j'avais vraiment peur. À l'époque, je venais de terminer un diplôme de sciences sociales au cégep et je décidais de ce que je ferais ensuite. Je cherchais aussi toutes les réponses à mes questions de sclérose en plaques. Je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi et comment je pouvais prendre contrôle de ma sclérose en plaques. C'est alors que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait beaucoup de contenu sur le sujet et que je me sentais un peu dépassée par les recherches et des fois leurs contradictions. J'ai donc décidé de continuer à me renseigner sur la sclérose en plaques et la science en obtenant un diplôme en neurosciences. J'ai suivi ça d'une maîtrise en anatomie et ensuite un doctorat. Tout au long de mon parcours, j'ai accumulé une grande quantité de connaissances sur la sclérose en plaques, mais vraiment, l'outil clé qui m'a toujours aidé avec guider puis gérer ma sclérose en plaques, c'est vraiment ma compréhension approfondie de la recherche et ce qu'elle signifie. Donc, tout cela pour vous dire que l'objectif de la session aujourd'hui est vraiment de vous fournir l'information et les outils dont vous avez besoin pour évaluer des résultats de recherche et la façon dont ceci s'applique à votre situation. Donc, je veux vous permettre de comprendre la structure des articles de recherche. On va commencer là. Ensuite, on va explorer les questions clés que vous devriez vous poser lorsque vous tentez d'évaluer des résultats.
de recherche et vous aider à vous familiariser un peu avec des concepts communs de la recherche et ensuite vous procurer vraiment des outils auxquels vous pourrez avoir recours à l'avenir. Donc, on va commencer avec la structure d'un article scientifique. Ça va toujours commencer avec un titre, puis les auteurs et les affiliations. Puis, on va revenir aux auteurs et affiliations dans un petit minute, mais je voulais commencer avec le restant de l'article. Donc, on commence avec le résumé. Puis le résumé, comme le nom l'indique, sert à résumer l'ensemble de l'article. Donc, souvent, ça peut être structuré ou non structuré. Et si c'est structuré, vous allez voir que c'est décomposé en titres de sections. Donc, il va y avoir une introduction, une méthodologie, des résultats, ensuite la discussion. Et donc, vraiment, tout le monde a accès à cette portion d'un article de recherche. Puis, vous trouveriez toute l'information dont vous avez nécessaire pour évaluer l'article dans ce résumé-là. Ensuite, on passe à l'introduction. Ici, c'est où est-ce qu'on introduit la recherche et l'information de base pour que le lecteur comprenne le restant de l'article. Elle nous indique quel est le problème principal et elle nous suggère une question de recherche ou un objectif pour répondre à la question. Elle explique pourquoi là où les questions de recherche sont en effet importantes. Ensuite, on a les méthodes. Ici, c'est où est-ce que les auteurs décrivent comment ils ont mené la recherche. Elle décrit la conception ou l'approche générale de l'étude, les participants. Donc, ils vont avoir les critères d'inclusion et les critères d'exclusion, les mesures qu'ils ont utilisées. Donc, s'il dit qu'ils vont regarder une intervention, puis la qualité de vie, mais les mesures, ça va vous dire c'était quel outil qu'ils ont utilisé pour mesurer la qualité de vie. Et ensuite, ils vont parler de l'analyse. Donc, une bonne section de méthode donne au lecteur suffisamment de détails pour qu'il puisse répéter lui-même l'étude d'une manière identique à l'original. Ensuite, c'est suivi par les résultats. Les résultats de l'étude sont présentés sous forme habituellement de tableaux, des graphiques, des chiffres. Des fois, si c'est qualitatif, c'est des citations. Ici, il n'y a aucune interprétation, c'est simplement les résultats exacts. Après, on a la discussion. C'est ici que les chercheurs vont utiliser l'interprétation des données et des résultats. Les chercheurs vont discuter généralement de l'importance générale de leurs résultats en comparant aux preuves pertinentes des recherches qui existent déjà. Les chercheurs font souvent des suggestions sur la façon dont les recherches futures pourraient s'appuyer sur les résultats et sur la façon dont les groupes concernés, donc dans notre cas, les personnes avec la sclérose en plaques, pourraient utiliser leurs preuves. Donc, dans la section discussion, il faut aussi regarder pour la section des limites des méthodes. Et on va revenir à ce point-là plus tard. Habituellement, il y a deux petits points vraiment à la fin. On a les références, dont tous les articles de recherche que les auteurs ont utilisés vont être là dans les références. Ensuite, il y a des énoncés des sources de financement et les énoncés sur les conflits d'intérêts. Puis, ceux-là, c'est vraiment important parce que ils vont nous dire c'est quelles organisations qui ont contribué au financement des projets et aussi s'il y avait peut-être des petits bias aux recherches. Puis, on reviendra à ce point-là aussi un peu plus tard. Donc, on va commencer par avec les questions vraiment à se poser. Donc, si vous venez si vous avez la première question, c'est que si vous regardez un média release ou la presse,
vous voulez toujours savoir si vous avez accès à l'article de recherche original. Vous voulez vous assurer que les médias n'ont pas fait une tournure à l'article. Donc, c'est vraiment important d'évaluer le travail de première main. Donc, pour vous assurer que les médias ne déforment pas l'information avec leur interprétation. Donc, on va toujours chercher le lien de l'article original dans la source journalistique. Si vous pouvez trouver le lien directement, habituellement, la source journalistique va avoir au moins le titre du journal ou du revue et le titre de l'article de recherche. Donc, vous pouvez utiliser cette information-là, puis regarder sur les sites web PubMed, Google Scholar, Journ.org ou Cochrane Database. Donc, juste ici, j'ai un exemple où est-ce qu'il y avait une presse journalistique, puis j'ai trouvé qu'il y avait un lien direct. Donc, j'ai lu la presse, puis j'ai vu, Science Translational Medicine, OK. Puis quand j'ai cliqué sur le lien, ça m'a mené directement sur le site web du revue Science Translational Medicine, puis directement à l'article. Bon. Mais, en parlant des revues, les revues, c'est vraiment où est-ce que les résultats de la recherche sont publiés, quand ils sont publiés par les universités. Donc, toutes les revues n'ont pas la même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que certaines sont plus réputées, ont une position plus élevée dans la communauté universitaire. Dans le monde de la recherche en santé, certaines revues les plus consultées sont le Lancet, New England Journal of Medicine, Nature and Cell. Il existe également de nombreuses revues de réadaptation et des revues spécifiquement reliées à la sclérose en plaques. Les plus courantes, je les ai listées ici. Donc, c'est la Multiple Sclerosis Journal, International Journal of MS Care, and Multiple Sclerosis and Related Journal. Il y a aussi des journaux ou des revues qui sont publiées en français ou qui sont bilingues. Donc, il y en a une au Canada, donc c'est le Journal canadien des sciences neurologiques. Je voulais juste prendre 2 petites secondes ici pour vous dire que malheureusement, la langue universelle de la science, c'est vraiment l'anglais. Et donc, même en France, tous les articles de recherche sont majoritairement publiés en anglais. Et donc, quand on retrouve une ressource primaire, puis on veut vraiment lire, si on ne comprend pas l'anglais, il va falloir vraiment d'utiliser un programme de traduction. Avec ça, on va aller à un autre petit exemple. Lorsque vous cherchez pour une information en particulier, c'était pas vraiment un lien journalistique, vous pouvez vraiment aller moi je commence toujours avec PubMed. Puis je commence toujours avec PubMed parce que juste en faisant un petit cherche la semaine passée, avec sclérose en plaques, j'ai trouvé 94 471 résultats. Donc, c'est immense comme résultat. Puis, j'aime vraiment les différentes options qu'on a avec PubMed. Donc, si vous voyez ici, on a l'option de choisir Free Full Text ou Abstract. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des journaux qui sont open access ou libre accès. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens, les lecteurs, ne doivent pas payer pour avoir accès. C'est caractérisé par des modèles de financement qui ne demandent pas aux lecteurs de payer pour lire le contenu. C'est en fait les institutions qui payent pour publier les travaux en libre accès. Donc, quand vous voyez Free Full Text, ça veut dire que ces articles-là sont ouverts au public. Donc, vous pouvez cocher ça, puis voir seulement ces articles-là.
Vous pouvez aussi choisir le type d'article, puis on parlera c'est quoi ces différents types-là, puis ensuite la date de publication. Donc, la prochaine question qu'il faut vraiment se demander, c'est lorsqu'on a trouvé l'article, puis on commence à évaluer l'article en tant que tel, s'agit-il d'un article évalué par des pairs? Ça, c'est le fameux peer review. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment un processus au cours duquel des experts indépendants du domaine passent en revue les travaux d'autres chercheurs. C'est un système vraiment bien fait où est-ce que c'est vraiment pour assurer la qualité de recherche. Donc, quels sont les articles qui font l'objet à l'évaluation des pairs? Bon, c'est tous les articles publiés dans des bonnes revues scientifiques vont avoir effet aux évaluations des pairs. Mais les articles publiés par le gouvernement et les organismes non universitaires ne sont pas habituellement, c'est pas aussi rigoureux avec eux. Puis, les recherches qui n'ont pas été évaluées par des pairs ne sont pas nécessairement mauvaises, mais vous devez être plus prudent quand vous lisez quand vous les lisez, car elles ne sont vraiment pas vérifiées par des experts. Donc, avec les rapports gouvernementaux, vous voulez juste vous assurer que le rapport n'est pas vraiment orienté vers une plateforme du gouvernement. Donc, la prochaine question, c'est qui a réalisé et financé les travaux de recherche? Et comme j'avais dit, cette information est importante car savoir qui a effectué la recherche peut vous aider à déterminer si les chercheurs ont des conflits d'intérêts qui auraient pu affecter la qualité des recherches. Avait-il un intérêt direct avec le résultat des études? Il peut être utile de penser à qui pourrait bénéficier des résultats de la recherche et dans quelle mesure ils ont été peut-être impliqués dans la production de la recherche. Donc, ici, c'est vraiment de juste utiliser notre jugement pour voir s'il y a des bias. Excusez mon français, là. OK. Donc, la prochaine question, c'est y a-t-il une question de recherche claire et un objectif précis? Donc, dans la plupart des recherches scientifiques, les chercheurs tentent de répondre à une question spécifique ou à un ensemble de questions. Et il est vraiment important que les chercheurs expliquent clairement quelles sont ces questions-là, car c'est ces questions-là qui devraient être alignées avec les méthodes et les analyses qui suivent. Les questions des recherches sont généralement mentionnées dans l'abstrait. Donc, j'ai un exemple ici. En anglais, objective ou objectif. Puis, vous pouvez aussi les trouver à la fin du section d'introduction. Donc, dans la dernière paragraphe, habituellement, la dernière ligne de cette paragraphe-là, comme vous voyez dans cet exemple. OK. Avant qu'on continue avec les questions, on va prendre une petite pause, puis on va parler des aperçus, des approches, puis des recherches et des plans d'études. Donc, il y a plusieurs approches de recherche. On va les grouper dans 3 catégories pour commencer. Il y a des études primaires, puis ceux-ci, c'est quand les chercheurs vont collecter et analyser des nouvelles données. Des études secondaires, c'est des analyses de données qui existent déjà. Puis finalement, il y a des études tertiaires. Puis ça, c'est des revues ou des synthèses des études primaires et secondaires. Donc, il y a aussi des différents types d'études sur la santé. Donc, la plupart des études sur la santé que nous autres, on va parler aujourd'hui, ça va être des études auprès des humains.
Mais avant les études auprès des humains, on a souvent qu'est-ce qu'on en pense des études de laboratoire, donc des études in vitro ou des études auprès d'animaux. En sclérose en plaques, habituellement, des études in vitro, c'est vraiment à l'échelle cellulaire ou micro-organique. Puis, ils parlent des cellules B, des cellules T. Et auprès des animaux, vous allez voir qu'ils parlent souvent des modèles murins ou de souris de sclérose en plaques. Il y a aussi différents types de plans de recherche. Donc, il y a des plans de recherche qui ont pour but d'évaluer un traitement ou une intervention. Il y a des recherches qui veulent explorer des facteurs de risque. Il y a des recherches qui veulent explorer la fréquence d'un événement. Et ces trois types de plans d'études sont quantitatifs. Donc, ils vont utiliser des chiffres et des nombres et des statistiques. Le quatrième, c'est vraiment des études qui ont pour but de comprendre les perspectives et les expériences des individus. Donc, ça, c'est plutôt utiliser des citations des gens et on va utiliser des méthodes qualitatives, excusez-moi. Ensuite, on a ce qu'on appelle on peut faire une combinaison de plusieurs méthodes. Donc, des méthodes quantitatives avec des méthodes qualitatives. Et finalement, il y a des revues de travaux originaux. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a dit, des revues, des études tertiaires. Donc, on va passer ici à un exemple d'une étude primaire. Et, puis, on peut regarder, la première chose que je voulais noter, c'est que vous avez toujours un auteur correspondante. Et vous voyez qu'il y a un email, un courriel ici. Puis, si vous demandez vos questions, puis vous faites une analyse du résumé, puis vous dites, ouais, ce résumé-là, il est vraiment pertinent, puis je veux voir l'article au complet, mais j'ai pas accès. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez envoyer un email ou un courriel à l'auteur correspondant, leur demander si vous pouvez avoir une copie de leur recherche, puis la plupart des chercheurs vont être contents de vous faire parvenir l'article de recherche. Non, maintenant, on peut revenir à certaines questions en regardant directement les types de plans de recherche utilisés, puis des questions spécifiques à se demander, tout dépendant de quel plan de recherche a été utilisé. Donc, la première, c'est d'évaluer un traitement ou une intervention. Ici, on peut avoir un protocole expérimental ou un protocole observationnel. Je vais commencer par le protocole expérimental. Ici, c'est où est-ce que les chercheurs vont placer les participants dans un groupe traitement ou intervention ou dans un groupe contrôle. Donc, c'est eux qui vont décider quel groupe va recevoir l'intervention. Actuellement, ces types d'études-là, on les appelle des essais. Puis, il y a plusieurs sortes d'essais. Il y a des essais d'intervention. Les interventions peuvent être des réadaptations de physique à activité physique. Ça peut être des essais cliniques, des essais de médicaments. Ensuite, vous voyez ici que j'ai listé des exemples. Puis ici, c'est tous les mots qu'on peut utiliser pour décrire des différentes sortes d'essais. Puis, je vais expliquer les combinaisons de ces mots dans la prochaine diapo. Donc, si on sait qu'on regarde un article qui veut évaluer un traitement ou une intervention. Donc, c'est une étude d'un essai. C'est quoi les questions qu'il faut se poser? Bon, la première, c'est, y a-t-il un groupe de témoins? Idéalement, les chercheurs incluent plus d'un groupe de participants dans un essai, afin de pouvoir administrer différents traitements à chaque groupe et de comparer l'évolution de la santé des participants dans chaque groupe. Souvent, un groupe ne reçoit aucun traitement. Donc, ceci, c'est les groupes témoins, ou on peut aussi les appeler le groupe de placebo.
afin que les chercheurs puissent comparer les effets du nouveau traitement avec les changements de santé qui seraient produits de toute façon. Donc, les participants de groupes de témoins peuvent vraiment être placés différemment. Donc, ils peuvent être placés sur une liste d'attente, ils peuvent recevoir un traitement fictif, ils peuvent être répartis dans des différents groupes pour recevoir des traitements différents, puis ils peuvent aussi recevoir qu'est-ce qu'on appelle des soins habituels. Donc, si j'irais me faire traiter pour une crise de sclérose, mais ça serait, c'est quoi les soins habituellement que je me ferais traiter avec? C'est ça que j'aurais accès et non à la traitement. Donc, c'est vraiment important d'avoir un groupe de témoins. La prochaine question, c'est les groupes ont-ils été randomisés? Donc, ici, c'est vraiment les participants qui ont été placés dans les groupes d'intervention ou le groupe de témoins. Il faut être répartis dans ces groupes au hasard. Il y a plusieurs méthodes de répartition aléatoire, mais donc ça, c'est vraiment important parce qu'on veut que les deux groupes soient homogènes en tant que population, qui ont les mêmes sortes de caractéristiques dans les deux groupes. Puis, qu'est-ce que vous devriez vous assurer aussi, c'est que les groupes sont semblables après les randomisations. Donc, on peut avoir fait la randomisation, mais des fois, la randomisation, elle fonctionne juste pas. Puis, on peut des fois avoir 80% des personnes dans l'intervention avec la sclérose en plaques progressive, puis dans le contrôle avec 80% relapsing remitting. Donc ça serait un problème. Ces deux groupes-là ne sont pas homogènes. Donc, vous chercheriez dans la méthode ou dans les recherches pour ce petit morceau d'information. Ensuite, on veut savoir s'agit-il d'une étude à l'insu. Donc, est-ce que les chercheurs, les personnes qui administrent le traitement ou l'intervention ou les participants savent, ils doivent pas savoir qui a été assigné à quel groupe. Donc, dans ces cas-là, en tant que chercheur, moi, je sais quel groupe a reçu l'intervention. Si je veux avoir des bons résultats de mon recherche, je pourrais avoir une forme de biais que j'introduis dans mon étude. Donc, on veut éviter ça et c'est pour ça qu'on cherche pour des études qui sont à l'insu. Ceci, c'est un exemple d'un essai. Donc, ici, tu vois dans le titre qu'il y a le Randomized Controlled Trial. Donc, vous savez déjà les deux premières questions. Oui, c'est contrôlé. Puis oui, c'est randomisé. Donc, vous êtes en bonne shape ici. Puis ensuite, j'essaie de voir l'objectif. Oui, il y a un clair objectif pour investiguer et comparer les effets d'exercice avec deux différents groupes de exergaming sur la qualité de vie des personnes avec la sclérose en plaques. Bon, mais je vois pas si c'est en insu. Donc, j'ai fait un peu plus j'ai regardé un peu plus ici, puis vous voyez que ça dit « This is a single-blind, randomized, controlled, three-arm trial ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est à l'insu simple. Et ça veut dire que oui, c'est à l'insu. Donc, toutes nos questions ont été bien répondues. Et c'est une bonne signe pour pouvoir se fier à cette recherche-là. Je voulais aussi, ici, tu vois, que j'ai fait un gros cercle alentour du clinicaltrials.gov. Puis ça, c'est vraiment parce que si vous êtes intéressé de savoir quels essais sont actuellement en cours, vous pouvez aller sur clinicaltrials.gov pour voir que tous les essais cliniques devront se trouver là.
Puis, qu'est-ce qui est vraiment important aussi en tant que personne avec la sclérose en plaques, c'est que si vous regardez cet essai puis vous êtes, oui, ça a du bon sens, j'aimerais vraiment faire ça, cet exercice-là, il a de l'air intéressant, mais qu'est-ce que vous devriez faire, c'est aller dans la section des méthodes, vous trouveriez une section qui s'appelle intervention. Puis ici, vous trouveriez toute l'information de qu'est-ce que ça contenait. Donc, vous pouvez utiliser ça pour appliquer dans votre vie. OK. On peut aussi utiliser des études observationnelles pour évaluer un traitement ou une intervention. Les études d'observation consistent à observer vraiment comment les participants réagissent à quelque chose comme un traitement, mais ils ne consistent pas à contrôler quels participants reçoivent les traitements. C'est différent d'une étude randomisée parce qu'en général, l'entreprise s'est entrepris quand c'est vraiment impossible ou que c'est pas pratique ou même non, c'est pas éthique d'avoir un groupe de témoins. Ce genre d'étude est vraiment utile pour générer des hypothèses qui peuvent être vérifiées rigoureusement dans un essai contrôlé randomisé après. Il y a 3 principaux types d'études d'observation. Il y a des études de cas témoins. Donc, disons que le cas témoin, c'est on regarde des personnes qui ont été traitées avec un médicament, puis ensuite les poussées de sclérose en plaques. Donc, le cas, ça serait les gens qui ont pris le traitement. Les témoins, ça serait les gens qui n'ont pas pris le traitement. Et ensuite, pour évaluer les poussées, les deux vont être évalués. Des études transversales, c'est vraiment un instantané de la situation. Donc, c'est dans un moment dans le temps, vous allez regarder la différence entre un cas et entre un groupe de personnes. Puis enfin, vous avez des études longitudinales ou des études de cohorte. Puis ici, c'est où est-ce qu'il y a plusieurs groupes de personnes ou des fois juste 2 qui sont suivis au fil de temps. Il y a une couple de termes à se rappeler quand on parle des études d'observation. Donc, il y a des études qui sont prospectives ou des études qui sont rétrospectives. Rétrospective, ça veut dire qui se sont déjà passées, et prospective, c'est que vous allez regarder dans le futur. Vous devriez aussi, il va souvent avoir le mot age matched, sex matched, puis ça veut dire, c'est comme un groupe appareillé. Donc, ça veut dire les participants, dans les 2 groupes, ont certaines caractéristiques où ils ont été appareillés. Donc, l'âge, le sexe, le nombre d'années écoulées depuis une diagnostic, juste pour faire sûr encore que les 2 groupes sont pas trop différents. Quand ça vient aux études observationnelles, c'est les études longitudinales qui sont considérées comme les meilleures études observationnelles, puisqu'elles permettent de constater les changements qui se produisent au fil du temps et non juste à un moment. OK. Je voulais juste faire un petit point ici, un petit mot à peu près des études de pilote ou des études de faisabilité. Puis ici, si vous voyez ces mots-là, c'est des études sur lesquelles vous devriez vraiment pas fonder vos décisions. Elles ont plus pour but de déterminer si le traitement ou l'intervention à l'étude requiert des travaux de recherche plus approfondis. Donc, c'est pas prêt pour être appliqué dans notre vie. OK, maintenant, on va regarder à l'objectif où est-ce qu'on explore les facteurs de risque. Encore une fois, on va utiliser des études d'observation, mais ici, c'est des études qui vont être réalisées pour vraiment établir des liens entre 2 phénomènes. Donc, évaluer vraiment s'il y a une association ou une relation entre 2 différentes variables. Par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre l'obésité et le taux de poussée en cas de sclérose en plaques?
Ici, on a recours au même plan de recherche que dans les cas des études interventionnelles qui ont utilisé l'observation. Donc, c'est des études de cas témoins, les études transversales et des études longitudinales. Ici, c'est un exemple d'une d'études sur les facteurs de risque, tout en effet sur l'obésité. Puis, si vous lisez l'objectif ici, il parle vraiment de regarder une relation, une association. Puis, donc, vous savez déjà que vous regardez ce genre de questions-là, mais de plus, si vous regardez les méthodes, ça dit directement, ceci, c'est un cross-sectional study. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étude transsectoriale. Mais je voulais faire un gros point ici. Donc, avec ces études d'observation, c'est toujours la corrélation. On regarde des associations. Puis, il faut vraiment retenir ici que la corrélation ne signifie vraiment pas la causalité. Donc, bien qu'elle puisse mettre en évidence des associations, ce type d'étude permet pas d'établir si la substance ou le comportement en question est vraiment la cause directe d'une maladie. En effet, les études d'épidémiologique ou les études d'observation surveillent la santé des populations et des conditions réelles qui ne sont vraiment pas contrôlées. Il y a toutes sortes d'autres facteurs tels que la mode de vie, la régime alimentaire, l'accès aux soins de service qui peuvent également influencer la santé d'une personne. Et c'est vraiment difficile de contrôler pour ces facteurs-là. Et donc, quand vous voyez des associations comme ça, on ne peut pas vraiment dire oui, c'est l'obésité directement qui a causé ça. Il y a trop d'autres facteurs qu'on n'a pas pu contrôler pour. Donc, on pourrait utiliser ça pour faire plusieurs d'autres études qui sont contrôlées et randomisées. OK. Maintenant, on se rend à l'objectif pour explorer la fréquence d'un certain événement. Ici, les enquêtes de recherche sur la santé impliquent d'interroger un échantillon de participants pour obtenir des réponses à des questions de santé spécifiques. Elles sont vraiment utiles pour déterminer combien de personnes sont confrontées par des problèmes de santé spécifiques et que ces personnes ont en commun. Les enquêtes sont l'une des méthodes les plus courantes pour recueillir des données sur des grands groupes de personnes. Donc, vous pensez des enquêtes de la santé de Canada ou des Statistics Canada ou des sondages de satisfaction sur les soins de santé, tout ça, ça va être des enquêtes sur la santé. Puis, on utilise les mêmes mots pour décrire des enquêtes que dans les études observationnelles, dont transversales, cas témoins et longitudinales. Mais ici, on utilise ces mots pour décrire une étude faite à l'enquête. Voici un exemple d'une enquête. C'est très facile à voir que c'est une enquête, donc parce que dans l'objectif, ça dit cette enquête a pour but d'évaluer l'impact d'un confinement. Puis vous voyez aussi que c'est le questionnaire comprenant une partie des constituances. Donc, on sait que c'est une questionnaire qu'ils utilisent. Donc, c'est vraiment pour une enquête de santé. Le prochain objectif, maintenant, on fait un petit switch du quantitatif, puis on regarde plutôt le qualitatif. Puis, ici, c'est des enquêtes de recherche sur la santé qui s'impliquent d'interroger un échantillon de participants pour obtenir des réponses à des questions de santé spécifiques. Mais vraiment, des chercheurs visent à comprendre c'est quoi les perceptions et les expériences de cette groupe de personnes. Donc, on est plus intéressé par l'expérience que par les données quantitatives et des statistiques. Il y a plusieurs différentes sortes de recherches qualitatives.
Ces mots-là, je les ai juste présentés parce que si vous lisez un article de recherche qualitatif, vous allez voir ces mots-là. Actuellement, ça va être fait par réunion de groupe ou des focus group ou par entrevue. Donc, c'est comme ça qu'on va faire le collecte de données. Puis, une dernière chose que je voulais dire avec la recherche qualitative, c'est qu'il y a un genre de checklist, disons, puis ça s'appelle le COREQ. C'est C-O-R-E-Q. C'est une liste de qualités, en effet, que les chercheurs devraient utiliser pour avoir une bonne qualité de recherche. Puis, vous autres, vous pouvez regarder cette liste-là, puis faire votre propre évaluation à partir de ce document-là. Donc, c'est C-O-R-E-Q. Ici, c'est un exemple d'une étude qualitative. Habituellement, si vous voyez « expérience » dans le titre, vous allez savoir qu'en effet, c'est une étude qualitative. Il y a aussi qu'est-ce que j'avais dit, où est-ce qu'on utilise des approches combinées. Puis, ici, c'est des recours à diverses approches pour répondre à une question de recherche. Donc, c'est une combinaison de méthodes d'évaluation qualitative et quantitative. C'est pour améliorer la recherche. Donc, comme toute méthode de recherche comporte un risque d'erreur, l'utilisation de plus d'une méthode nous permet de confirmer que nos résultats sont corrects. La recherche qualitative nous aide vraiment à mesurer les choses, mais les méthodes qualitatives nous aident à comprendre. Donc, les méthodes mixtes nous permettent donc à la fois de mesurer et de comprendre en capitalisant sur les forces uniques des deux approches. Les approches mixtes sont de plus en plus fréquentes et il est toutefois un peu plus difficile d'évaluer la rigueur des travaux de recherche combinant diverses méthodes parce qu'il faut utiliser des différentes questions pour évaluer les résultats qualitatifs et les résultats quantitatifs. Ici, vous voyez un exemple d'une approche mixte. Vous pouvez voir dans le titre aussi que dans les méthodes, il parle d'enquête aussi des entrevues. Donc, vous voyez deux sortes de types de collection de données et donc vous pouvez répondre aux questions, oui, ceci c'est une étude mixte. Puis enfin, on vient à qu'est-ce que j'avais dit, le regroupement de données. Puis ça, c'est vraiment l'étalon d'or de la recherche. Les études de recherche, des fois individuelles, peuvent être vraiment utiles, mais si on accorde trop d'importance aux conclusions d'une seule étude, ça peut des fois être trompeur. Donc, les analyses de revues systématiques sont des sources de preuves précieuses car elles ressemblent des nombreuses études individuelles pour comprendre l'état général des preuves sur une question, sur un sujet en particulier. L'utilisation de revues de bonne qualité nous permet vraiment d'éviter d'être induits en erreur par des études qui sont peut-être moins fiables. Ici, vous voyez qu'il y a d'autres sortes de revues, sont un peu moins fiables, mais sont encore informatives. Mais vraiment, quand on fait des décisions pour appliquer à notre vie, moi, je me sens vraiment confortable d'utiliser des revues systématiques. Donc ici, c'est un exemple d'un revue systématique. Les meilleurs, vous les retrouverez au Cochrane Library. Il y a toujours, puis vous pouvez l'avoir en français, le résumé scientifique, comme vous voyez ici. Puis je voulais juste montrer que vous voulez vraiment regarder les résultats principaux pour voir combien d'essais ils ont inclus. Donc ici, ils ont inclus 9
essais randomisés qui étaient à haute qualité méthodologique. Donc maintenant, les conclusions des auteurs, vous pouvez dire, OK, il y avait 9 études qui ont dit la même chose, puis les 9 qui étaient à haute qualité. Donc, vous pouvez être vraiment sûr de qu'est-ce que le revue systématique vous dit. Je voulais juste dire un petit mot sur des aperçus du niveau de preuves scientifiques. Y a-t-il vraiment certains types de preuves qui sont meilleurs que d'autres? Bon, les chercheurs utilisent différents types de recherche pour répondre à différents types de questions. Par exemple, si un chercheur veut connaître l'efficacité d'un traitement dans des conditions spécifiques, un essai contrôlé, randomisé, peut être le moyen le plus approprié de tester. Mais si le chercheur veut obtenir des informations approfondies sur les patients qui aiment ou n'aiment pas un traitement, des entretiens qualitatifs peuvent être plus appropriés. Traditionnellement, dans les recherches scientifiques, certaines méthodes sont considérées comme meilleures que d'autres et du moins plus utiles pour la prise de décisions fondées sur des preuves. La liste de méthodes classées en fonction de leur utilisée sont appelées des hiérarchies de preuves, dont je vous ai donné un exemple ici. Puis ça va toujours être des preuves scientifiques les plus établies, ça va être des revues systématiques, avec des méta-analyses ou non, ça c'est une sorte de statistique, puis des essais comparatifs randomisés ou des essais contrôlés randomisés. Maintenant, on va retourner une couple de questions générales, puis on va finir là. Donc, quand on regarde les méthodes, il faut se demander en quoi consiste la description d'une population et du contexte. Puis ça va être vraiment important pour nous parce qu'il faut vraiment vérifier si l'échantillon de personnes atteintes de sclérose en plaques qui ont participé à l'étude sont vraiment représentatifs de votre situation en particulier. Il faut savoir si le contexte est semblable à la vôtre, parce que ça se peut qu'ils ont exclu tous les gens qui ont la sclérose en plaques, mais qui ont aussi la dépression ou l'anxiété. Et donc, l'intervention qu'ils ont testée ou qu'ils regardent, ils ne considèrent pas ces gens-là. Donc, ça se pourrait que les résultats marche pas pour les gens avec ces problèmes-là, avec ce diagnostic aussi. C'était quoi la taille de l'échantillon et est-ce qu'elle a été justifiée? Bon, la taille de l'échantillon, c'est vraiment le nombre de participants ayant terminé l'étude. Et des fois, c'est difficile de déterminer la taille d'un échantillon, mais il faut vraiment vérifier au moins si les auteurs ont donné une explication à l'étude pour l'échantillon qu'on choisit. Puis, la section des résultats de l'étude est souvent complexe et difficile à comprendre lorsqu'on connaît peu sur le type d'analyse. Et même moi, j'ai des difficultés dans les sections d'analyse parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, je vous suggère de vous en tenir à la discussion et de vous poser les questions suivantes. Les auteurs ont-ils trouvé des réponses à leurs questions de recherche initiales? Ont-ils atteint l'objectif? Quelles seront les principales retombées des travaux de recherche dont était en question? Et quelles sont les limites de ces travaux de recherche? Donc, j'avais un petit exemple ici. Pour terminer, donc ici, j'ai juste pris une discussion, puis ici, c'est listé, c'est notre objectif a été de rencontrer, puis il répond à l'objectif. Il y a aussi une section sur les limitations, et ensuite, le paragraphe que j'avais encadré, ça nous dit c'est quoi les grands takeaways les messages principaux de cet article de recherche. Je voulais aussi vous laisser avec des outils pour utiliser après cette présentation-là.
ça, ici, c'est des liens que moi, j'utilise des fois aussi. Le deuxième, dans Comprendre la science, va vraiment vous guider dans chaque article que vous trouvez des questions à se poser. Il y a aussi des outils d'évaluation critique et des outils sur des revues systématiques. Et ensuite, des sources fiables de nouvelles en ligne avec la sclérose pour des nouvelles en sclérose en plaques. Avec ça, je vous dis merci beaucoup et je suis prête pour vos questions. Pratique qui va nous aider à accéder à des articles sérieux qui se reposent vraiment sur la science. Ça va être très, très pratique, très aidant pour nous. Là, maintenant, on a, je sais pas, peut-être 7-8 minutes pour des questions. J'en ai une première ici, vous allez me permettre de la lire. Bon, alors, pour vous, Julie, pouvez-vous nous parler de l'importance des dates? Quels résultats pourraient être encore valables après, disons, 5 ans et lesquels peut-elle l'être encore après 20 ans? En fait, il y a comme deux questions. Et cela dépend-il du type d'étude? En fait, c'est quand l'enquête devient désuète. Oui, c'est une question que je reçois quand même assez souvent. Puis, je vous dis que moi, en tant que chercheuse, j'essaie vraiment de garder l'information à 5 ans. Puis, spécifiquement dans la sclérose en plaques, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'essais qui se passent, puis il y a beaucoup de recherches qui se passent même au cours d'1 an. Et donc, actuellement, si vous retournez environ 5 ans, ça commence déjà à être un peu vieux, disons. Je veux pas dire que c'est pas bon. Les premières études sur la fatigue et la sclérose en plaques, c'est sûr qu'il va y avoir encore des informations qui sont pertinentes, mais on va avoir plus d'informations. Puis cette information-là, ça va être plus pertinent maintenant. Donc, c'est pas que c'est pas bon, mais moi, en tant que chercheuse, j'essaie vraiment d'utiliser, et même quand je fais des décisions pour ma propre sclérose en plaques, je reste vraiment dans les 5 ans. Merci. J'ai une autre question. Comment la recherche sur l'ASP est-elle coordonnée afin que les études ne soient pas dupliquées à l'échelle nationale et mondiale? C'est une bonne question. C'est pas vraiment coordonné. C'est plus coordonné en tant qu'au Canada. C'est quand même une petite communauté de chercheurs puis de chercheuses au Canada. Donc, tout le monde a une genre d'idée de qu'est-ce qui se passe dans les recherches des différents laboratoires. Puis, on se demande de l'aide et de l'entraide. Mais quand ça vient international, il n'y a vraiment pas de coordination. Puis, enfin, c'est pas mauvais. Parce que quand ça vient aux recherches, il faut vraiment penser que pour faire des revues systématiques, il faut plusieurs études qui vont répondre à la même question. Donc, on veut avoir des études qui regardent la même chose parce qu'on veut faire sûr que si on fait différentes études, on va avoir les mêmes réponses. Puis c'est avec ça qu'on va être plus sûr de qu'est-ce qu'on dit, puis de notre recherche. Parfait. Rapidement, une dernière question, Julie. Pourquoi une étude serait-elle suspendue? Oui. Mais je pourrais dire, il y a beaucoup de recherches qui sont suspendues en ce moment à cause du COVID. Donc, si tu travailles avec des participants humains, habituellement, le problème, c'est qu'il faut être en présence avec l'humain. Avec COVID, il y a beaucoup de... On veut faire sûr qu'on n'a pas de risque, qu'on n'introduit pas de risque à nos participants. Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont maintenant en pause.
Mais il y a d'autres choses aussi. C'est s'il y a qu'est-ce qu'on appelle un adverse reaction. Donc, s'il y a quelque chose de mauvais, ou une réaction secondaire qui apparaît auprès d'un des participants. Donc, là, on va tout arrêter l'étude, ça va être en pause, puis on va faire ça, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avant de continuer avec ça. Mais actuellement, c'est vraiment logistique pour des pauses, puis des choses comme COVID. OK. Ouais. Une autre question. J'essaye de la traduire. Est-ce que c'est vrai que la recherche sur la sclérose en plaques a permis d'aider la découverte d'un vaccin sur la COVID? Il semblerait que ça aurait été vu quelque part dans la littérature. Je veux vraiment pas faire de commentaires sur ça, juste parce que j'ai pas fait de recherche. J'ai entendu dire, mais j'ai pas fait ma propre recherche, donc je veux pas vraiment répondre. Je suis pas sûre en ce moment. OK, parfait. Moi, je suis pas vraiment la fille de recherche de laboratoire. Je suis plus recherche santé, des enquêtes, puis de la qualitative, puis ce mot-là, excuse-moi non. On comprend. OK. OK. Alors, une autre question. Avez-vous des études qui seraient profitables de lire pour la gestion de la fatigue en sclérose en plaques? Oui, il y en a plusieurs, c'est sûr. Si je les ai en ce moment toutes dans ma mémoire, non, mais je pourrais, c'est sûr, peut-être sur Facebook, je pourrais les mettre sur la page Facebook de la société, je suis pas sûre. Ah oui, ça assurément, vous pouvez parler. Oui, vous pouvez discuter avec Marie-Ève ou Marie-Claude. Je pourrais mettre des liens pour des bons articles pour la fatigue avec la sclérose en plaques. Parfait, merci. Alors, c'est ainsi que se termine vraiment, là, c'était une très, très belle présentation. Je tiens au nom de toutes les personnes, tous les participants, de vous remercier, Julie, pour toute cette information-là, des informations de qualité, une information qui va être très guidante pour les gens qui vivent avec la sclérose en plaques. Alors, merci. Merci à vous. Merci de m'avoir ici. Merci à tout le monde qui a écouté. C'est un grand plaisir, Julie. Alors, en terminant, je vous rappelle que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et aussi, surveillez nos réseaux sociaux parce qu'il y a 2 autres webinaires qui vont être présentés en juin, dont j'ai perdu les titres. En tout cas, mais entre autres, il va en avoir un sur des traitements... écoutez, j'ai oublié. Suivez nos réseaux sociaux. Puis encore une fois, on tient à remercier nos partenaires Biogène, MD Serono, Roche et Pandopharm. Je vous remercie d'avoir pris part au webinaire et les sujets des webinaires dont je vous ai parlé vous seront transmis sous peu. Merci. Bonne fin d'après-midi.